confirmé par l'accord de 1911 que le fleuve effectivement appartient à la partie guinéenne. Ça, c'est au regard de l'article 1er de l'accord de 1907. Donc, le fleuve en soi ne peut pas constituer la limite, d'autant plus que l'accord de 1907 prévoit effectivement que le fleuve appartient à la Guinée. Il va falloir creuser davantage les accords pour savoir effectivement où se situe la limite, mais ce qui est clair déjà dans la convention franco-libérienne de 1907, à son article 1er, dit que le fleuve appartient à la Guinée. Ça, c'est quand même un fait qui est établi et c'est basé sur les accords ou l'accord franco-britannique qui existe là. Donc, partant de ce principe-là, on peut raisonnablement soutenir que le fleuve appartient à la Guinée. Bonjour madame. Bonjour, vous allez bien? Ça va, merci vous-même. Oui, ça va. Bienvenue. Merci. Vous faites bien de poser la question. Les conflits frontaliers deviennent de plus en plus récurrents autour du territoire guinéen. Et je rappelle que la Guinée, c'est un État qui fait frontière avec 6 autres pays. Le Libéria, qui est en situation conflictuelle actuellement et fait partie donc de ces 6 pays frontaliers. Alors, il y a quelques jours, c'est un conflit qui est relativement récent, à ma connaissance. Donc, il y a quelques jours, il y a eu effectivement des remous autour d'un point de passage qui est au niveau du fleuve Makona, donc qui sert même d'espace de loisirs entre les deux communautés, guinéennes et libériennes, qui vivent de part et d'autre de la frontière. Et d'ailleurs, je rappelle que ce sont des Kissiens, c'est la même communauté ethnique qui vit de part et d'autre de la frontière. Donc, il y a quelques jours, nous avons effectivement appris qu'il y a un différend qui oppose les deux États autour justement de ce passage-là. Et ce que j'ai pu recouper comme information, il semble que les autorités libériennes ont entrepris de vastes réformes, notamment des travaux publics. Et il y a une localité qui n'est pas très éloignée de la préfecture de Guékédou, donc qui est du côté du Libéria, qu'on appelle Lofa, qui serait en chantier. Et donc, par solidarité, les autorités ont demandé à la Guinée, donc aux autorités de la Guinée, de leur permettre d'exploiter le sable qui est au niveau de la zone en question, à Makona. C'est que les autorités n'ont pas trouvé comme anormal d'ailleurs. Elles ont cédé à cette demande des autorités libériennes. Donc, le hockey étant donné, les Libériens ont commencé à exploiter le sable. Et l'autorisation d'exploitation qui avait été accordée, c'était pour une durée d'1 mois. Alors après cette autorisation, les riverains ont constaté que l'exploitation continue, et d'ailleurs pas seulement l'exploitation artisanale. Ils auraient commencé à exploiter, à amener des machines, notamment des poquelins, qui sont utilisés d'ailleurs dans les zones aurifères et diamantifères pour l'exploitation des ressources du sous-sol. Et ce qui a un peu attiré l'attention des forces de défense et de sécurité qui sont déployées dans la zone, donc qui veillent à l'intégrité du territoire national. Les informations étant partagées avec les autorités préfectorales, tout de suite de Guékédou ont demandé à ce que les travaux soient arrêtés et les machines ont été saisies. Donc lorsque ces machines ont été saisies, il a été question d'engager des échanges, des pourparlers avec les autorités libériennes. Et je rappelle que il y a quelques jours, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation de Guinée et son homologue du Libéria s'étaient retrouvés à Guékédou pour discuter de cette question. Il y a eu un compromis
Mais souvent, vous savez que dans des situations pareilles, souvent il y a parfois des esprits qui se surchauffent rapidement par esprit de nationalisme, et donc ça fait que le drapeau qui était là, le drapeau guinéen qui était là a été enlevé par les jeunes libériens en présence des militaires guinéens qui ont été très sages, qui ont gardé donc leur tempérament et qui n'ont pas réagi violemment. Et donc hier, pas plus loin qu'hier, la situation était très tendue au fleuve là-bas, et donc il est question que les autorités des deux États continuent effectivement à parler de ce sujet-là et à trouver une solution. Alors pour la question spécifique par rapport au fleuve, bon, à ma connaissance, en tout cas, le principe qui est le plus connu en matière du droit international des frontières, c'est le principe du Thalweg, la théorie du Thalweg, qui voudrait que lorsque un fleuve sert de frontière entre deux États, que ce soit le milieu du fleuve qui sert de limite entre les deux États. Et ça, c'est un principe qui est appliqué au plan international. Et donc, mais pour le cas spécifique du fleuve Makona, lorsqu'on regarde les conventions, parce que au moment où les limites là étaient en train d'être tracées, la Guinée n'était pas encore indépendante. Le Libéria, bien sûr, était déjà indépendant. En 1826, ils ont acquis leur indépendance. La Guinée ne l'a acquise qu'à partir de 1958. Donc, vous voyez déjà que ça fait beaucoup d'écart. Alors, pendant cette négociation, il est apparu dans l'accord notamment de 1907 et qui a été confirmé par l'accord de 1911 que le fleuve effectivement appartient à la partie guinéenne. Ça, c'est au regard de l'article 1er de l'accord de 1907. Donc, le fleuve en soi ne peut pas constituer la limite, d'autant plus que l'accord de 1907 prévoit effectivement que le fleuve appartient à la Guinée. Il va falloir creuser davantage les accords pour savoir effectivement où se situe la limite, mais ce qui est clair déjà dans la convention franco-libérienne de 1907, à son article 1er, dit que le fleuve appartient à la Guinée. Ça, c'est quand même un fait qui est établi et c'est basé sur les accords ou l'accord franco-britannique qui existe là. Donc, partant de ce principe-là, on peut raisonnablement soutenir que le fleuve appartient à la Guinée. Et maintenant, c'est de savoir est-ce que après le fleuve, il y a un autre territoire qui appartiendrait à la Guinée. Est-ce qu'il existe des bornes au-delà du fleuve? Donc, ce sont des questions à affouiller de près au niveau des autorités et puis à travers les commissions techniques pour se rendre compte effectivement que, au-delà du fait que le fleuve appartient à la Guinée, la limite entre les deux États pourrait se situer à tel nombre de mètres. Parce que vous vous rappelez tout à l'heure un principe que lorsque un fleuve tire sa source d'un pays, et donc le fleuve est réputé être la propriété de ce pays. Bon, c'est pas un principe que moi je connais en tant que tel. Le principe que je connais, c'est celui du Thalweg que je viens de rappeler. Mais pour le cas spécifique, il y a un accord qui dit que le fleuve appartient à la Guinée. Donc, il n'y a pas de raison de douter de la propriété de ce fleuve-là à la Guinée. Le Libéria reconnaît que le fleuve appartient à la Guinée. Je suis persuadé que les Libériens ont pris connaissance de cet accord franco-libérien qui existe de 1907, comme je le disais, réaffirmé en 1911. Et donc, s'ils reconnaissent la propriété de la Guinée sur ce fleuve, c'est justement au regard de ce texte-là, de cet accord-là. Maintenant, le fait d'avoir enlevé le drapeau guinéen, bon, ça, ce sont des questions qui relèvent des autorités et je ne pourrais pas répondre, mais ce qui est évident, c'est que lorsque on doit enlever le drapeau appartenant à un pays qui l'a hissé là, il faut que ce soit pour de bonnes raisons et je ne vois pas la bonne raison
qui pourrait amener les Libériens à faire descendre le drapeau guinéen, d'autant plus que c'est un drapeau qui était là déjà. Mais aussi, il y a un élément qu'il faut intégrer, c'est que ce sont des agissements souvent qui n'émanent pas forcément de la volonté des autorités au plus haut niveau. Ça peut être des agissements des jeunes surchauffés parfois, qui ont des esprits surchauffés et qui se permettent certains agissements, certains comportements, mais cela peut ne pas forcément être la volonté des deux États. Donc, je ne peux pas, en l'occurrence, dire que si le drapeau guinéen a été enlevé, c'est une instruction qui serait venue des autorités libériennes. Je ne saurais le dire et je ne pourrais le dire. Et parfois, qui ont des esprits surchauffés et qui se permettent certains agissements, certains comportements, mais cela peut ne pas forcément être la volonté des deux États. Donc, je ne peux pas, en l'occurrence, dire que si le drapeau guinéen a été enlevé, c'est une instruction qui serait venue des autorités libériennes. Je ne saurais le dire et je ne pourrais le dire. Il y a deux mécanismes de résolution, mais le principal relève de l'autorité publique, donc des États. Le premier élément, c'est au niveau local. Donc, les communautés frontalières sont en train de plus en plus de développer des mécanismes alternatifs de résolution des conflits. Lorsqu'on prend le cas de la Guinée, de la Sierra Leone, il existe dans le cadre de la Manoriva Union une entente entre les communautés des trois pays, les Kissi de Guinée, du Libéria et de Sierra Leone, qui ont mis en place un mécanisme de résolution endogène des conflits. Donc ça, c'est un élément. Maintenant, quand on prend l'élément macro, qui est donc celui que les États devraient exercer, c'est vraiment la négociation par voie diplomatique pour trouver une solution à ces conflits-là. Parce que lorsqu'on regarde la cartographie actuelle des conflits autour des frontières guinéennes, on se rend compte que au-delà des points qui étaient là, considérés comme des points chauds, bien connus, autrement dit, il s'agit de la Guinée, entre la Guinée et la Sierra Leone, au sujet de Yenga, qui est bien connu, le différent frontalier entre la Guinée et la Guinée-Bissau, qui a été réglé depuis 1985 par un arbitrage, un tribunal arbitral, donc ça c'est moins vivant. Et il y a les conflits qui sont récurrents entre la Guinée et le Mali, autour de l'exploitation des ressources minières transfrontalières dans Mandiana, Sigiri, où régulièrement il y a des affrontements à coups de machettes et même parfois avec des fusils, voyez-vous. Et donc, pour régler de manière pérenne ce genre de conflit, il faut véritablement que les États s'impliquent. À travers quoi? Parce que la raison qui est souvent invoquée, c'est le fait que les frontières ne sont pas démarquées. On ne connaît pas les limites sur le terrain. Mais si les États s'accordent à mettre en place des mécanismes d'abord de négociation et puis qui vont aboutir à la démarcation de ces frontières-là, dès que les citoyens, les populations vont voir que là, il y a une borne, donc à partir de cette borne-là, on est sur le territoire étranger, je crois que ça va réduire les tensions et ça va amener les gens à rester dans le cadre sur leur territoire national. Et l'élément qui est aussi très touchant, c'est que ces zones conflictuelles-là sont le plus souvent habitées par des populations de la même ethnie, appartenant au même groupe ethnique. Lorsqu'on prend le cas entre la Guinée et la Sierra Leone, à propos de Yenga, ce sont les Kissi. Le conflit qui vient d'éclater avec le Libéria, ce sont les Kissi. Quand on prend aussi un des conflits les plus, en tout cas, récents, qui n'était pas très connu par le passé, à Farana, entre Farana et Falaba, du côté toujours de la Sierra Leone, ce sont les mêmes communautés de langues et peut-être de cultures qui sont de part et d'autre de la frontière. Prenez le cas avec le Mali, à Mandiana. D'ailleurs, ce sont généralement des Diakités qui sont de part et d'autre de la frontière qui s'affrontent. Voyez-vous? Et donc, pour régler ce problème de manière pérenne, il faut que nos États prennent la mesure de la chose pour régler ça de manière définitive à travers justement la démarcation de ces frontières.